Il y a ce sentiment de la victoire qui donne des sensations assez incroyables, un vrai rush de dopamine. Et du coup, ce maître d'échecs me disait moi, je suis accro. C'est meilleur que le sexe. Tu vois ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient un maître, un expert dans son domaine d'expertise et qu'une autre personne abandonne avant d'y arriver ? Julien Song est maître international aux échecs. Il est créateur de contenu avec une chaîne de plus de 150 000 abonnés sur YouTube sur le sujet des échecs. Et il va nous parler des 3 facteurs qui font qu'une personne devient excellent dans son domaine. J'ai particulièrement apprécié ces échanges et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bienvenue Julien Song. Merci à toi et merci Julien aussi. Ouais, c'est vrai, avec plaisir. Moi, je suis vraiment ravi de t'avoir sur le podcast, Julien, parce que je suis fan de ce que tu fais. Merci. Julien Song, tu es maître international aux échecs. Ouais. Et tu animes un club d'échecs avec plus de 500 personnes, ouais. Et également une chaîne YouTube dans laquelle tu partages à la fois cette passion, mais aussi des conseils et des tutos pour devenir meilleur aux échecs finalement. Ouais, c'est ça exactement. Et je fais ça depuis pas si longtemps que ça. Avant, j'avais un travail plus classique. J'étais consultant en stratégie. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Et auparavant, j'avais fait encore une voie très classique, tu vois, les études, une école de commerce, une école d'ingénieur. Et j'ai bifurqué tout d'un coup. Finalement, à la lumière de ton expérience de maître international aux échecs, finalement, tu as pratiqué des heures et des heures les échecs, tu as participé à des grands tournois, tu as coaché des centaines d'apprenants. Et donc, je me dis, je ne sais pas si c'est clair, mais je me dis que tu as probablement découvert certaines clés, certains schémas qui se répètent, qui font que certains, en fait, arrivent à être excellents et à devenir maître international aux échecs, et d'autres qui, finalement, n'y arrivent pas vraiment. Ouais, ça fait du coup un peu plus de 1 an, 2 ans que je fais du coaching d'échecs. Et quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que dès la première séance, on peut dire beaucoup sur le potentiel d'un élève. Et ça se voit vachement à l'état d'esprit. En général, l'élève qui va constamment remettre en cause ce que dit le coach, qui va constamment se dire non mais moi je peux mieux faire, probablement il a raison des fois, mais ça montre un état d'esprit où tu vois on n'est déjà pas dans une posture d'apprentissage mais plutôt d'affrontement. Et j'ai remarqué que ceux qui étaient plutôt dans une posture d'apprentissage, ils avaient les meilleurs résultats. Ça se voit pas forcément au bout d'1 mois, mais au bout de 4 mois, 6 mois, 1 an, il n'y a pas photo. D'accord. Donc, est-ce que c'est cette notion de flexibilité, enfin, de me dire je suis prêt à remettre en question Ouais, exactement, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à changer parce que c'est vachement lié à l'identité, à la personnalité des gens. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, j'adorerais dire à ces élèves qui étaient un peu plus, tu vois, dans l'affrontement, faudrait changer, mais c'est dur. Et je pense que c'est un des critères les plus importants qui va indiquer si on va réussir dans un projet dans lequel on se lance, quoi. C'est dingue parce que à la fois, tu es là pour l'aider à devenir meilleur aux échecs. Tu sais que c'est un facteur clé. Et en même temps, lui, il n'est pas venu chercher justement à ce qu'on lui change complètement son paradigme, sa façon de réfléchir. Et donc, finalement, c'est difficile à cette position de lui dire écoute, il faut changer ta façon de réfléchir, en fait. Ouais, exactement. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi le faire de la bonne façon, au bon rythme. Parce que le risque, c'est que si on change tout d'un coup, en fait, non seulement l'élève, il perd ses points forts, parce que du coup, il est obnubilé par les nouvelles choses que le coach veut mettre en place. Et en même temps, comme ces nouvelles choses, elles sont pas encore bien maîtrisées, et c'est pas super le résultat que ça donne en compétition. Et donc, vraiment, l'art est dans l'équilibre, dans à quel point on va changer des choses. Parce que qui dit tout changement dit aussi possibilité que ça échoue. Et donc introduire du changement mais pas trop pour aussi rester sur les points forts, ce qui fait que notre élève il arrive à avoir le classement qu'il a déjà actuellement et juste trouver cet équilibre, quoi. Ça c'est super difficile. Et ce changement, cette remise en question, elle est inévitable quand on progresse? Ouais, il y a un truc qui est assez marrant, c'est je pense à Peter Leko qui est un ancien challenger au titre de champion du monde. Donc l'un des meilleurs joueurs du monde, et il a dit plus je progresse aux échecs, plus je me rends compte que j'y comprends rien.
Et c'est assez paradoxal, surtout venant d'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, et moi aussi je m'en suis rendu compte, c'est que des fois, et je pense que tout le monde s'en rend compte, hein, ceux qui nous écoutent dans leur domaine particulier d'expertise, c'est que des fois on pense qu'on maîtrise un truc, et après en fait on a une révélation qui fait qu'on se dit, ah en fait, ce que je comprenais, j'étais trop focus sur cette chose, mais là, en apprenant cette nouvelle chose, cette nouvelle perspective, cette nouvelle façon de voir les choses, je dézoome et je me rends compte qu'en fait, ce que je maîtrisais, c'était tellement pas grand-chose et qu'en fait, quand je dézoome, waouh, en fait, c'était beaucoup plus complexe et profond que ce que je pensais. Ouais. Et c'est pour ça que Peter Leko, il a dit ça. Et que donc, paradoxalement, plus on progresse, plus des fois on doit être encore plus dans cette posture où je me dis oh là là, vraiment je suis nul et je comprends rien, et c'est assez paradoxal, quoi. c'est vrai que ça peut être dans n'importe quel domaine d'expertise, même par exemple dans mon rapport aux autres, si je voyais les relations avec un certain prisme, et que là j'ai changé ma façon de voir les relations et que je le vois d'une nouvelle manière, et je repense à toutes mes anciennes expériences et je me dis, ah oui, en fait c'est évident que si j'abordais ça de cette façon-là, ça se passait pas forcément top, et que maintenant en fait avec ma nouvelle excellence, ma nouvelle façon de voir, ça débloque complètement la situation, en fait, hein. Ouais, exactement. Ouais. Alors moi aussi j'ai un exemple, tu vois, par rapport au rapport aux autres. Ouais. C'est que moi j'ai longtemps eu pas trop une bonne estime de moi. Et d'ailleurs, c'est un peu souvent le point commun entre beaucoup de sportifs de haut niveau. D'accord. C'est que, en tout cas, ils ont une besoin de reconnaissance très très forte, hein, de la part du monde extérieur. Et c'est pour cela, souvent, qu'ils vont avoir cette énergie folle pour aller chercher les trophées et tout. Du coup, moi, dans mon rapport aux autres, par exemple, avant, je me disais toujours, il faut pas que je froisse les gens parce que j'ai peur que je sois mal perçu. Et finalement, plus récemment, j'ai eu comme ce changement de paradigme où je me dis, ouais, mais bon, en même temps, si on froisse jamais personne, on n'attire pas des gens qui ont le même état d'esprit que nous, et finalement, on montre pas qui on est, et donc les gens savent pas qui on est, et donc finalement, on n'attire pas grand monde, alors que si au moins on montre qui l'on est, peut-être qu'on va en froisser beaucoup, mais au moins ceux qui vont rester, ils vont vraiment nous apprécier. C'est un exemple de changement de paradigme. Oui, absolument. C'est un autre domaine que les échecs. Oui, et pour ça, la précondition pour arriver à ces changements de paradigme, c'est qu'on soit justement donc en fait ouvert à voir les choses d'une nouvelle manière. C'est pour revenir au départ de. Ouais, exactement. De ouais. Et est-ce qu'il y a comme ça, tu vois d'autres clés du succès, on va dire? Je pense la discipline et le travail. C'est quand même ultra important. Moi, je fais les échecs à haut niveau depuis 20 ans. Et du coup, pendant 20 ans, c'est quand même des entraînements plusieurs fois par semaine. Et s'il n'y a pas ça, au bout d'un moment, il faut faire le travail quand même. Et c'est quoi le meilleur... Tu sais, la meilleure mesure, le meilleur KPI, si on veut utiliser, tu vois, dans l'expression du consulting, mais c'est quoi la meilleure mesure de ça? C'est le temps investi, c'est les heures? Je pense que c'est important, et notamment la régularité de ce qu'on fait. D'accord. Je crois que c'est important, tu vois, de poser des grands objectifs, une stratégie, mais après, il faut que tous les jours, quand on se lève, on fasse les choses, quoi. D'accord. Et j'aime beaucoup cette phrase, tu sais, du livre de James Clear, je crois, Atomic Habits. Ah oui, je crois, c'est ça. Hein, où il dit progresser de 1% tous les jours. Je sais pas si c'est lui qui l'a dit. Tout le monde, maintenant, elle appartient à tout le monde maintenant, tellement elle est répétée. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent probablement la connaissent, mais on dit progresser de 1% tous les jours, c'est progresser de x37 en un an. Et moi, j'ai jamais compris jusqu'à ce que je fasse les mathématiques. Et en fait, effectivement, on progresse de 1% tous les jours, c'est x37 sur un an. Mais le problème, c'est que souvent, le faire une fois, là, il y a 95% des gens, tu vois. Le faire sur 2 mois, allez, il reste qui? Il reste peut-être 20% des gens. Le faire sur un an, il reste peut-être 1% des gens. Et donc, c'est pour ça, tu vois, je pense que voilà, il y a travail, discipline, c'est quand même un des critères clés, quoi. Bon, après, moi, avec ma culture
très asiatique, Ouais. c'est quelque chose qui Qui est ancré. qui est assez ancré, ouais. Ouais. Non, je te rejoins sur ça parce que visiblement, je pense que les auditeurs vont le voir aussi. On Oui. est probablement de la même origine, non, de Ouais. Corée du Sud. Ah, moi, pas Corée du Sud, Ah oui. mais pas loin. D'accord. Chine. Ah, de Chine. Ah oui, Ouais. d'accord. Ok. Bah, ouais. Mais je pense que les deux pays, c'est plus ou moins pareil. C'est que ils travaillent pas mal quand même. Les Chinois, les Coréens du Sud. Ouais. Donc ça, on a ça en commun, quoi. Ouais, c'est sûr. Et oui, et en fait, il y a cette notion de discipline et de régularité. Et souvent, quand on va voir ce que ça veut dire, la discipline, la régularité, derrière, j'ai l'impression qu'on touche à pourquoi est-ce qu'en fait j'ai intérêt à continuer versus qu'est-ce qui fait que j'ai pas forcément d'intérêt de continuer et donc de facilité à arrêter. C'est qu'on arrive en fait à une forme de pourquoi profond. C'est important pour moi de devenir bon aux échecs. Et ça peut peut-être distinguer ceux qui abandonnent et ceux qui continuent, non? Ouais, exactement. Le pourquoi, c'est très important. Moi, j'ai 2 exemples à donner. Ça fait 20 ans que je fais des échecs à haut niveau. Je m'entraîne régulièrement, plusieurs fois par semaine. J'ai jamais arrêté. Parce que il y a vraiment 2 types de motivation, celle qui est intrinsèque et celle qui est extrinsèque. Extrinsèque, c'est quand on fait quelque chose parce qu'il y a une sorte de carotte au bout. Et intrinsèque, c'est on fait le truc parce qu'on a envie de le faire. Par exemple, l'extrinsèque comme la reconnaissance de mes proches, par exemple. Ouais, exactement. Et du coup, moi, tu vois, les échecs, ça a toujours été intrinsèque. D'accord. Du coup, j'y suis allé à fond parce que je voulais faire les échecs et j'aime ça. Par contre, quand j'étais consultant en stratégie, j'ai pas pu tenir plus d'1 an et demi. Parce que c'était purement une motivation extrinsèque. L'argent, le prestige, parce que c'était un job qui était bien vu. Ça nous donnait une sorte de statut dans la hiérarchie sociale, entre guillemets. Et aussi, effectivement, les proches, faire plaisir aux proches. Moi, j'avais l'impression que je faisais plaisir à mes parents en faisant ce travail qui était bien perçu. Mais ça suffit. On peut tenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans quand on est comme ça motivé par une carotte, mais sur le long terme, ça tient pas. S'il n'y a pas le pourquoi profond, le pourquoi dont tu parlais, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu étais... et allons-y, parlons de la partie, effectivement, Julien Song, de consultant à entrepreneur des échecs et maître international des échecs. Finalement... il y avait une part qui n'était pas forcément très nourrie en toi quand tu étais dans le consulting et qui t'a en fait poussé à aller dans ce qui te fait vraiment vibrer en fait. Ouais, exactement. Et puis même, c'est même pas une part de moi qui n'était pas là, c'est même que je me perdais, tu vois. Donc par exemple, en fait, quand on rentre dans ce genre de cabinet, après, on est vraiment formaté pour rentrer dans le moule. Et donc, quelque chose que je dis souvent, c'est que moi, au bout d'un moment, j'avais plus la même personnalité. Par exemple, dans la façon dont je m'habillais, il y avait un code vestimentaire bien précis à respecter. Dans ma façon de m'exprimer, tu vois, c'était à longueur de journée, on utilisait des anglicismes, KPI, kick-off. Et même tu vois, même dans la vie courante, on se dit on se catch up. Pour catch up, tu vois, on utilise pourquoi de l'anglais, tu vois. Et bref, c'était ce style de parler à la consultant. Et dans la façon aussi de penser, c'est-à-dire c'était quand même, on nous inculquait une façon de voir la vie et de voir la société extrêmement libérale, très tournée vers la rentabilité. Et moi, tu vois, j'étais ultra fragile. Je sortais d'école, c'était mon premier CDI, donc je voulais bien faire. Et donc, j'ai commencé tu vois, à m'habiller comme ça, à penser comme ça, à parler comme ça. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que je dis que je me suis perdu. C'était même pas que mon moi profond n'était pas, tu vois, satisfait. C'est même que je me suis perdu. Je suis allé vers quelque chose qui n'était pas du tout moi, en fait. D'être complètement devenu quelqu'un d'autre, voilà, et avoir une approche Missy de la vie. Ouais, exactement. Un terme qu'on utilisait beaucoup dans le consulting. Même si ce terme était issu
des concurrents, hein, puisque Ouais. c'était de chez McKinsey Ouais. versus BCG. Mais oui, donc c'est-à-dire que tu as eu le sentiment d'être perdu, Ouais. et ta façon pour toi de te retrouver, ça a été véritablement les échecs. Ouais, exactement. Et pourtant, j'avais longtemps tiré un trait sur les échecs. Ouais. Ouais, parce que en fait, moi, c'était ma passion depuis que j'ai 10 ans. J'étais omnibellé par le truc et ça m'a fait redoubler la seconde, en fait. D'accord. Parce que au bout d'un moment, j'en avais marre de résoudre des équations du second degré. Je crois qu'on fait ça en seconde. Cette année-là, j'étais en équipe de France, je faisais les championnats d'Europe, championnats D'accord. du monde. J'étais surexcité, je pensais qu'à ça. J'allais plus en cours, tu vois. Ouais. Enfin, plus trop. Et du coup, j'ai redoublé. Et c'était un peu la honte quand même, redoubler la seconde. Enfin, c'est pas non plus quelque chose. C'est pas la norme, quoi, de redoubler la seconde, très clairement. Et du coup, après, moi, j'avais un peu tiré un trait sur les échecs. Je me suis dit, ça va me faire du mal, ce truc. Ouais. Et finalement, c'est quand j'étais au bord du burn-out, en tant que consultant, que je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là, les échecs. Et en plus, à ce moment-là, il y a eu la fameuse série Netflix, Le Jeu de la Dame. Les échecs, ils ont explosé aussi. Donc je me suis dit, il y a peut-être une raison pour démissionner. Tu parlais je crois, du Covid aussi qui a... Ouais. Le Covid, ça a beaucoup joué parce que, et je pense que pour pas mal d'entre nous, un moment où tout d'un coup, le temps se ralentit, on a peut-être un peu plus de temps, de place pour l'introspection. Et moi, ça a vachement joué. Ouais. Ouais. Et quand tu dis tirer un trait, oui, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, pour toi, échec égale douleur, quoi. Hein, Ouais, exactement. Bah, c'est le problème des passions. Hein. Ouais. C'est qu'il y a cette passion positive qui nous donne de l'énergie, un truc qu'on fait avec le plaisir et en même temps ce côté amour mais haine. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le côté addictif aussi. Moi, je me rappelle, j'ai parlé à un autre maître d'échecs qui me dit non mais moi je suis totalement drogué aux échecs. Et parce qu'en fait la sensation de la victoire, il y a rien de plus fort. D'accord. Tu vois, genre quand tu joues quelqu'un qu'il est en face de toi, tu lui mets échec et mat en compétition. Et donc Bobby Fischer, je crois qu'il disait, ancien champion du monde, qui disait moi mon but c'est d'écraser l'ego de l'autre. Il y a un peu ce côté aux échecs, tu vois. Genre, en plus, c'est un jeu d'intelligence. Donc, des fois, tu sais, par extrapolation, tu te dis, ouais, je suis plus intelligent que lui. Je suis meilleur que lui, ouais, c'est ça. Et du coup, il y a ce sentiment de la victoire qui donne des sensations assez incroyables, un vrai rush de dopamine. Ouais. Et du coup, ce maître d'échecs me disait, moi, je suis accro. C'est meilleur que le sexe. D'accord. Ah oui, d'accord, ouais. C'est quand tu gagnes, en fait, c'est vraiment ce shot de dopamine qui te vient, ouais. Et bah voilà, hein, c'est pour ça qu'on finit par redoubler la seconde. Hein. C'est vraiment ce côté amour, haine, passion, un peu trop passionnel justement. Je pense que ça parle à peut-être pas mal qui nous écoutent et qui ont ce genre de passion un peu addictive, quoi. Ouais. Et en fait, c'est peut-être même une clé, enfin quelque chose qui distingue ceux qui arrivent jusqu'à grand maître et ceux qui abandonnent avant. C'est justement que il y a à la fois ce sens un peu profond qu'on peut ressentir parce que je me sens aligné avec cette mission, mais en même temps sur le quotidien, je ressens ce plaisir, ce kiff qui est presque addictif en fait. Ouais. Après, je pense que c'est important de trouver un équilibre. Je pense qu'on peut pas juste dire aux gens non plus suis ta passion et tout ira bien. Oui. Je pense qu'il faut aussi être raisonnable et se dire, par exemple, imagine tu t'insères dans le monde du travail maintenant. Ok, la passion c'est important parce qu'on a justement parlé du fait qu'il fallait rester motivé pour tenir sur la durée, mais il faut aussi trouver l'équilibre entre est-ce que ma passion c'est aussi un secteur qui est en expansion, un secteur qui est en croissance, un secteur dans lequel je pourrais trouver ma place et gagner ma vie avec. Et moi j'avais longtemps pensé que non, et il y a eu, tu vois, le jeu de la dame, l'explosion des échecs en ligne lors du Covid, et ça m'a donné envie du coup de me lancer, mais faut pas vendre du rêve non plus, je pense, et du coup vraiment important de trouver cet équilibre, je pense, entre il faut un job qui m'intéresse, qui me passionne, mais il faut aussi trouver l'équilibre avec un secteur qui est en croissance et qui est en expansion, quoi. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tout le monde ne peut pas avoir une chaîne YouTube sur les échecs de 200 000 abonnés
il peut y avoir quelques personnes qui ont une certaine influence, enfin, comme tu as eu la chance de l'avoir, mais tout le monde ne peut pas le faire. Ouais, et après, ça dépend. Moi, ça a été chaîne YouTube, mais pour d'autres, ça pourrait être tout à fait un autre moyen, par exemple. Et ça dépend, je pense, que des qualités de chacun. Ouais. Moi, depuis tout petit, j'avais un peu des prédispositions pour ça, c'est-à-dire que j'adorais prendre la parole en public, alors même que j'étais très timide dans la vie, donc c'était un peu bizarre, je savais pas trop pourquoi, mais surtout j'adorais transmettre. Par exemple, je me rappelais quand j'avais par exemple un pote année du bac, j'ai un pote qui est au rattrapage, et je sais pas pourquoi, je me suis dit allez, on va l'aider à avoir le bac. Et en fait, c'était même pas pour l'aider. C'est parce que j'aimais faire ça. D'accord. Tu vois ? Ouais. Et genre vraiment, j'ai vraiment pas envie de faire genre je suis altruiste. Tu vois ? Honnêtement, c'était parce que j'adorais expliquer un truc et le gars comprend et après il fait le truc et ça marche. Alors ça m'a toujours grave fait plaisir. Et finalement, du coup, faire une chaîne YouTube, ça a été un peu le moyen pour moi de transmettre les échecs. Mais pour d'autres, j'imagine que ça va être d'autres moyens, d'autres formes d'expression via d'autres canaux. Oui, tu prenais du plaisir, simplement, finalement, même à aider cette personne qui passait son bac. Ça, tu ressentais en fait quelque chose de positif. Voilà. Mais pas pour c'était pas pour l'aider. Hein. Voilà, pas tant pour. C'était pour mon kiff, tu vois. De le voir en fait changer entre ne pas y arriver et y arriver, et là c'est. Ça j'adorais. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour justement ce challenge qui est nouveau, c'est qu'en fait, finalement, on parle de Julien Song, ancien consultant à joueur d'échecs, mais en fait, il y a ce troisième volet qui est vraiment créateur de contenu. Oui, bien sûr. C'est presque un métier à temps plein, non ? Ah ouais, c'est un métier, C'est un métier, c'est clair. Et par exemple, tu as beaucoup de joueurs d'échecs qui sont très forts, mais qui ne créent pas de contenu. Par exemple, tu as des créateurs de contenu. Donc, par exemple, le créateur de contenu le plus connu au monde sur les échecs s'appelle Gotham Chess. D'accord. Et il est quand même maître international, tu vois. Mais donc, tu vois, c'est le numéro 1 au monde. Mais par contre, au niveau des échecs, ça doit être le numéro, peut-être, je sais pas, 3000, tu vois. Et donc, tu vois, t'as les deux cas, c'est-à-dire t'as des joueurs d'échecs très très forts, des joueurs du top mondial, par exemple top 10 mondial, mais ils sont pas capables de créer du contenu de bonne qualité. Et à l'inverse, t'as des très bons créateurs de contenu qui sont pas forcément dans les meilleurs joueurs du monde. Donc on sent bien que c'est deux choses différentes en fait. Absolument, c'est comme Roger Federer ne crée pas du contenu sur les réseaux sociaux, même s'il est le premier. Exactement. Tennis, c'est ça. Et Magnus Carlsen ne crée pas de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Alors là, il a un peu commencé parce qu'il en ce moment, il est moins motivé par les échecs. Il se met beaucoup au poker, à faire du streaming, parce que il s'est un peu lassé. Mais on en revient au pourquoi. Il a perdu son pourquoi en fait. D'accord. Et du coup, il se met peut-être un peu à créer du contenu, tu vois, mais surtout à jouer beaucoup au poker. Ok. Et donc, est-ce que, tu vois, si je refais un pas en arrière, donc sur cette idée que c'est important de trouver, d'aller vers quelque chose qui fait sens, donc pour toi, ça a été à la fois les échecs et la création de contenu. Est-ce que tu dirais, pour notre audience, qui est dans une démarche d'évolution personnelle, est-ce que c'est essentiel d'aller vers quelque chose qui fait vibrer, d'aller trouver son pourquoi profond ? Ouais, mais trouver son pourquoi profond, c'est dur. C'est dur et en fait, on nous fait croire que c'est simple. Tu vois, on nous fait croire que, tu sais, c'est des injonctions en mode sois toi-même, aime-toi, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr. Et moi, quand on m'a dit ça, je me suis toujours dit, sois moi-même, mais ok, mais du coup, je fais quoi concrètement ? Exactement. Tu vois ? Exactement. Et en fait, le truc que j'ai fini par comprendre, c'est que, en fait, moi, par exemple, quand j'avais ce job de consultant en stratégie, en fait, j'étais rentré dans un moule qui agissait à ma place, tu vois. Et je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai toujours cru que j'étais moi-même, jusqu'au jour où j'ai démissionné. Du coup, quand j'ai démissionné, il n'y avait plus le manager pour me dire « Ok, il est où le costume cravate ?» tu vois.
quand j'ai démissionné et que j'étais au fond de mon lit, il y avait personne pour me dire attends, mais du coup, tu utilises plus les anglicismes dont on parlait, tu vois. Ou quand j'ai démissionné, il y avait personne pour me dire ok, tu dois penser comme ci et comme ça, tu vois. Et en fait, là, ça a été le vertige, tu vois, parce que je me suis dit ah mais du coup, enfin, vu qu'il n'y a plus ce moule qui réfléchissait à ma place, qui agissait à ma place, qui tirait les fils derrière, tu vois, de mon comportement, bah, je me suis retrouvé sans rien et je me suis dit, bah, en fait, je suis qui ? Et en fait, là, c'était le vertige. Et du coup, en fait, trouver son moi profond, et bah, en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose qui nous est donné, en fait, dans la vie. Pas du tout. Parce qu'en fait, plus on vit, plus on a différents moules, tu vois, qui viennent comme ça se mettre sur nous et qui vont forger un peu notre comportement. Par exemple, ça peut être parce que ma famille elle est comme ci, comme ça, bah, du coup je me comporte comme ça. Parce que je suis de cette origine, je me comporte comme ça. Parce que je travaille dans ce milieu, je me comporte comme ça. Et en fait, savoir vraiment qui l'on est, c'est essayer de se débarrasser de ces moules et de vraiment partir à la découverte des choses, tu vois. Et pas se dire, par exemple, ouais, vu que je suis de droite, et bah sur ce sujet, je pense ça, tu vois. Encore l'exemple d'un moule qui va réfléchir à ta place, et du coup, tu vas te dire, bah oui, je suis de droite, donc je pense ça sur ce sujet. Non, il faut vraiment se dire, ok, moi, je suis quelqu'un d'unique, il y a ce sujet, je vais faire des recherches. Je vais peut-être rencontrer des gens. Je vais peut-être me forger ma propre opinion. Et finalement, après, j'aurai ma conviction et sur ce sujet, je pense ça. Et je sais qui je suis sur ce sujet. Et non pas parce que je suis de droite. Tu vois ? Enfin, je dis pas que je suis de droite. Hein. c'est un exemple. Bien sûr. Et je te rejoins entièrement sur cette idée, c'est qu'en fait, c'est cette notion qu'on a sur nous des étiquettes. Ouais, exactement. Des identités, des croyances, et même des automatismes qui façonnent comment on se comporte, comment on pense, comment on agit, comment on est au quotidien. On a souvent tendance à confondre ça avec être soi-même, alors qu'il existe une couche quand on a retiré tout ça, qui est peut-être, il y a plein de mots pour le dire, mais ça peut être vraiment l'essence, enfin ça peut être vraiment l'énergie qui se trouve en nous. Et en fait, la question, elle devient comment est-ce que je vais utiliser cette énergie d'une façon qui me servent et d'une façon plus consciente que juste suivre des injonctions comme tu les as dites. Ouais, exactement. Alors tu vois, le premier levier très simple à actionner, c'est par exemple de se dire ok, non mais je pense quoi de ça ? Et je réponds pas parce que oui, je suis de gauche, oui, parce que je suis de cette origine, oui, parce que je suis une femme. Non, vraiment, dès qu'on sent qu'on répond parce que on se dit mon identité c'est ça, et du coup je réponds ça, c'est souvent le signe que le moule répond à notre place. Et donc voilà, dès qu'on sent qu'il y a un peu cette envie que le moule répond à notre place, et ben on se dit non, je vais aller à la rencontre de la chose et me forger ma propre opinion. Donc ça peut être un premier levier. Et après, le deuxième levier, je pense, qui est assez important, c'est qu'il y a beaucoup, et je pense qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on parle de bulles idéologiques, tu vois, et c'est lié aux algorithmes, au fil d'actualité, tu vois, au feed. Par exemple, imagine t'es sur YouTube, et imagine t'es, je sais pas moi, chasseur dans la vie, tu vois, du coup, ton feed YouTube, ce sera que des vidéos de chasse, tu vois. Je prends un exemple un peu neutre, tu vois, quoique c'est pas si neutre que ça, la chasse. Mais, tu vois, très vite, on peut s'enfermer dans une bulle un petit peu. Et du coup, je pense que c'est important dans sa vie aussi de laisser vraiment de la place à l'aléatoire. Tu vois, de se dire, cette personne, j'avais pas forcément prévu de la rencontrer, mais du coup, pourquoi pas ? Tu vas pas tout de suite fermer la porte et se dire non mais j'avais prévu comme ça et comme ci, et du coup non. Laisser un peu de la place à l'aléatoire, et du coup c'est des moments qui vont peut-être nous permettre de découvrir quelque chose qu'on a toujours cru qui n'était pas fait pour nous, et en fait comme ça s'est présenté là, et du coup on se rend compte que tiens, finalement j'aime bien ça. Et donc ça me fait penser, il y avait un TEDx qui était vraiment super, c'était de quelqu'un, un développeur qui a une idée fabuleuse. Il s'est dit je vais programmer une app, et cette app, tous les vendredis soirs, elle va commander un Uber et elle va directement dire au Uber d'aller à un endroit au hasard dans la ville sur Google Maps, tu vois. Et du coup ce gars il a fait ça. Et tous les vendredis soirs, il n'avait pas le choix. Il y avait l'Uber qui était en bas, il y avait déjà une adresse qui était entrée pour le Uber, tu vois. Et du coup, il a fait plein de choses qu'il n'aurait jamais faites de sa vie.
Et finalement, il s'est dit, ah mais en fait, j'aime bien ça. Ah mais tiens, danser, j'aime bien. Ah mais tiens, il est même allé dans un club d'échecs. Mais je crois qu'il l'a pas aimé au fait. Mais au moins, il va à la rencontre des choses et il se forge une conviction. Au lieu de laisser son moule répondre à sa place. Ouais. Et ça permet donc de se faire des convictions et d'avoir son identité, on va dire, que j'ai construit moi-même. Ouais. Ça me permet d'aller vers ce pourquoi profond, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et parce que c'est quelque chose qu'on découvre. Et c'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça. Oui. Et c'est aussi Est-ce que c'est pas aussi un choix? C'est-à-dire que justement, comme maintenant que j'ai fait toutes ces expériences, à un moment donné, je sens que c'est comme ça que je vais choisir d'exprimer mon pourquoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est important d'avoir eu tout ce processus, tu vois, et de se dire, ça c'est la façon dont c'est qui je suis et la façon dont j'agis. Ouais. Donc j'ai un exemple sur ça, tu vois, c'est par exemple, revenons aux échecs. Moi j'ai beaucoup d'amateurs, tu vois, qui me disent, qui copient en fait la façon dont Magnus Carlsen, donc le champion du monde jusqu'à récemment, s'entraîne, tu vois. Et ils me disent, non mais ça peut être que la bonne façon, parce que Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial, s'entraîne comme ça. Donc moi je vais aussi m'entraîner comme ça. Ouais. Et moi j'ai envie de leur dire, mais non, pas du tout. Parce que Magnus Carlsen, pour arriver à ce point B, il est passé par 10 000 chemins. Et il a compris que ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait dans ce contexte mais pas dans l'autre. Et finalement, quand maintenant il s'entraîne comme ça, c'est parce que il sait qu'il y a eu tout ça et que c'est ce qu'il faut faire maintenant dans ce contexte-là. Mais par contre, si toi t'es amateur et que tu t'entraînes comme Magnus Carlsen, et en fait, tu vas faire quelque chose, mais tu sais même pas pourquoi tu le fais. C'est un peu pareil avec le pourquoi. Tu vois, c'est quand on aura fait tous ces chemins et de se dire ok, mais du coup j'aurais essayé ça et j'aurais découvert qui je suis, et du coup quand on va dire moi je suis ça, on saura vraiment pourquoi je suis ça, parce qu'il y aura eu tous ces essais, ces tests et ces erreurs. Mais par contre si on laisse le moule répondre à notre place, et du coup on est juste là en mode moi j'ai toujours cru ça, et en fait tu vois toi-même t'y crois pas en fait à ce que tu dis. C'est comme si ces adresses qu'on a rentrées dans Uber, finalement, c'est parce que j'ai rentré 100 adresses différentes que maintenant je sais que l'adresse que j'ai rentrée, c'est la bonne en fait. C'est là que je veux aller. Parce Exactement, que les anciennes, j'ai essayé, il y en a que j'ai bien aimé, d'autres que j'ai moins bien aimé, et j'ai choisi finalement là où je veux aller. Ouais, exactement, ouais. J'aime bien cette illustration. Merci. Ouais. Et alors, moi, il y a une question quand même que je trouve quand même assez intéressante, justement avec cette notion du jeu d'échecs, parce qu'il y a ce côté professionnel, amateur. Oui. C'est-à-dire que des gens trouvent leur pourquoi dans les échecs, mais il y en a d'autres qui vont se sentir justement, vont retrouver certaines choses comme le plaisir, comme un sentiment de progresser, de l'estime, tu vois, mais qui n'est pas le centre de leur vie. Donc c'est quoi le rapport qu'on peut avoir quand on est amateur, on va dire, aux échecs, ou plutôt peut-être, si je formule un petit peu mieux ma question, excuse-moi parce que c'était un peu vague, c'est est-ce que c'est important d'entretenir en fait une sorte de passion en tant qu'amateur, ou est-ce qu'on est forcément obligé de devenir professionnel en fait? Non, je pense qu'on n'est pas obligé. Moi, je le vois vachement avec mon club d'échecs. Donc là, on vient de dépasser les 600 membres, tu vois. Et en fait, tous les mois, on se réunit. On se réunit tous en physique. Et c'est des moments géniaux, quoi, tu vois. Et j'en parlais récemment. Et moi, ce qui me marque, c'est les histoires, tu vois. Donc par exemple, il y a une femme qui s'appelle Annie, tu vois. Annie, elle vient de débuter les échecs. Et elle se donne à fond, elle est hyper studieuse et elle veut progresser, tu vois. Et moi j'adore ça, quoi. Je me dis mais quel kiff, quoi. Annie elle y va, quoi, tu vois. Ou par exemple un petit jeune qui s'appelle Nino, tu vois. Et lui en fait il n'y a pas de club d'échecs à plusieurs kilomètres à la ronde autour de chez lui, parce qu'il vit, tu vois, plutôt à la campagne.
Et du coup, quand il vient, super, tu vois, parce que du coup, hop, non seulement il y a tout ce qu'on fait en ligne, parce que c'est un club à la fois en ligne et en présentiel. Donc en ligne, il est là, mais des fois il vient en présentiel et je me dis, super, il n'y a pas de club chez lui et maintenant il a un club et là il voit, tu vois, 50 autres personnes du club et ça crée du lien et tout. Et c'est génial, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai mis du temps à m'en rendre compte, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours perçu les échecs comme ce truc que je faisais à haut niveau, tu vois. Et j'étais totalement déconnecté du monde amateur. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on reproche beaucoup à beaucoup de sportifs de haut niveau. Je pense au foot, il me semble, au foot. Je crois même qu'il y a des systèmes au niveau de la fédération pour redistribuer l'argent gagné par vraiment le haut niveau. Au foot amateur, tu vois. Et c'est pareil ici, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, des fois, il peut y avoir les grands maîtres qui sont un peu déconnectés de ce qui se passe au niveau amateur. Et en fait, quand tu vois, moi, quand je vois Annie qui se donne à fond et qui s'entraîne et tout à fond pour battre Jean, qui est lui aussi un amateur, mais parce que Annie, la semaine dernière, elle a passé 2 heures à s'entraîner et maintenant elle bat Jean, c'est un kiff, quoi. Et moi, je préfère voir ça, limite, que de voir Magnus Carlsen qui bat encore pour la énième fois le top 5 mondial. Et qui lui-même en a marre. Ouais, et je pense, tu sais, c'est aussi pour ça que sur YouTube, on voit des créateurs de contenu qui émergent et qu'on ne suit pas sur YouTube Coca-Cola ou Carrefour ou, je sais pas moi, Decathlon, tu vois, parce que les gens s'attachent à des histoires. Et au bout d'un moment, le haut niveau, il y en a marre, quoi. Au bout d'un moment, je préfère l'histoire et les émotions qu'il y a avec Annie et qui raconte quelque chose plutôt que la perfection et un peu le manque des fois d'empathie de quelque chose qui serait trop parfait. Une forme de dépersonnalisation un petit peu. Et bravo au passage à Annie et à Nino. Exactement. C'est top. Et d'ailleurs, je veux aussi te dire bravo parce qu'un club de 600 personnes, même, je veux dire, à animer au quotidien et les rencontres à organiser, je suis sûr que c'est aussi beaucoup de boulot. Ouais, c'est pas mal de boulot, mais je suis vachement content. C'est vraiment, tu vois, je pense que toi-même tu le sens avec les réseaux sociaux. Des fois, c'est dur de voir l'impact de ce qu'on fait. C'est pas très palpable des fois parce que c'est des gros chiffres, mais on voit pas les gens. Et quand j'ai pu enfin mettre, tu vois, des visages sur des pseudos, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et tu vois plus facilement l'impact de ce que tu fais. Et donc, moi, ce club, je regretterai jamais de l'avoir créé, quoi. Alors, Julien, est-ce que finalement à la question initiale sur les clés du succès, est-ce qu'on a un peu fait le tour ou tu vois d'autres choses ? On a parlé travail, discipline, la régularité, ultra important, ce fameux 1% tous les jours pour x37 sur 1 an. Ça, c'est le premier gros facteur, je pense. Le deuxième gros facteur dont on a parlé, c'est quelque chose qui nous passionne, parce que s'il n'y a pas la passion, on ne va pas tenir sur la durée. Et peut-être le troisième truc auquel je pense là maintenant, c'est que il faut s'entourer, quoi. Il faut bien s'entourer. Et s'entourer de gens qui ont le même rêve que nous, je pense que c'est important. Parce que quand on a un rêve, mais que supposons, imagine, je suis jeune, j'ai un rêve, je suis chez mes parents, et moi, mes parents, ils croient pas à mon rêve, mes parents. Du coup, hop, je vais à l'université, quand je rentre à la maison, tu vois, mes parents, ils sont là et ils me démotivent, tu vois. Ou par exemple, j'ai des potes, mais mes potes, ils y croient pas à mon projet. Du coup, quand je leur parle de mon projet, ils disent encore un de tes, tu vois. Donc au final, si tu es entouré uniquement de gens qui croient pas en toi et à ton projet, ça va pas aider, quoi. C'est sûr. Et donc, moi, par exemple, quand j'ai commencé à me lancer un petit peu quand j'ai démissionné et que j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux et à créer ce club d'échecs, je me suis entouré de gens qui avaient aussi un petit peu ces mêmes ambitions. Et du coup, au lieu d'être entouré de gens qui me disent au quotidien, tu vas pas y arriver, on est tous dans le même bateau et on se dit, on va y arriver ensemble. Et ça change tout. Ça change tout parce que... non, mais ça change tout, il n'y a pas photo. Finalement, quand on se dit, mais
pourquoi est-ce on a passé autant de temps, pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à me tirer une balle dans le pied, à me construire un environnement. Finalement, je l'ai pas construit consciemment, c'est arrivé comme ça, mais avec un environnement qui parfois peut être toxique, ou en tout cas m'empêcher d'avancer dans le bon sens. Et je réalise que j'ai le pouvoir d'en créer un nouveau, en fait. Hein. Ouais, exactement. Et ça peut être des choses toutes bêtes, tu vois. Ouais. Imagine, par exemple, tu veux faire du sport. Ouais. Bon, déjà, va trouver un pote qui veut faire du sport aussi. Ouais. C'est ultra simple, tu vois. Ou par exemple, tu veux, je sais pas, imagine, tu veux... je sais pas, lancer peut-être un projet d'entreprise. Et va rencontrer des gens qui sont aussi dans une quête de créer une entreprise. Ouais. Et bref, entoure-toi des gens qui ont le même rêve, quoi. Voir une chaîne Discord ou un forum. Hein. Ouais, ou des meet-up, des trucs comme ça, et ça change tout, quoi. Ouais. Alors, Julien, merci pour ça. Tu as fait une synthèse Missy des trois points, facteurs clés de succès pour réussir finalement, que ça soit aux échecs, mais aussi finalement dans un domaine d'expertise. Hein. Ouais. J'aimerais bien, à ce stade, parler un petit peu de toi en te posant quelques questions courtes qui appellent à des réponses assez courtes. Tu vas voir. Tu es prêt pour ça ? Je suis prêt. Alors, Julien, première question courte. À quoi ressemble pour toi une journée idéale ? C'est une journée où je peux décider de ce que je fais et quand je veux le faire. Ok. Merci. Ah oui, vraiment, ouais. Est-ce qu'il y a une personne, Julien, qui t'inspire ? À chaque fois, je cite la même personne. En fait, je cite Thibaut Louis, qui est aussi un créateur de contenu. Et en fait, c'est lui qui m'a incité à me lancer. Ah, d'accord. Et mais tu vois, on en revient à ce point de bien s'entourer. Ouais. Et du coup, je suis grave reconnaissant parce que sans lui, j'aurais jamais fait tout ça. C'est dingue, c'est super. Okay. Bravo à mais c'est pas une bonne réponse parce qu'il y a tellement de gens incroyables qui ont marqué l'histoire et moi, je cite juste mon pote. Ouais, mais et en même temps, l'impact qu'il a pu avoir est aussi fort que pour toi que des personnes historiques. Oui. Mais je suis nul en histoire, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas cité personnages historiques. Ok. Question numéro 3, Julien. Est-ce qu'il vaut mieux, selon toi, apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est, ou chercher à l'améliorer ? C'est dur. Je pense qu'il faut un mélange des deux. Il faut l'améliorer parce que des fois on est dans des situations où on n'est pas heureux, mais en même temps, si on vit constamment drivé par un futur qu'on désire, mais du coup, est-ce qu'on est toujours là à vivre le présent ? Donc il faut un mélange des deux, je pense. Merci. C'était profond, hein. Ouais, c'était le moment très profond. Et en même temps, c'est des sujets. Je te rejoins entièrement sur cette idée-là, c'est qu'il y a vraiment cette dualité, à la fois sur cette quête du mieux, hein, et en même temps cette appréciation. Mais c'est vrai que moi, je prends cette image d'un gars qui est dans un désert, s'il a soif. C'est pas en appréciant, en ressentant de la gratitude, tu vois, pour l'abondance d'eau qui est dans son désert, qu'il obtiendra finalement en fait réponse à sa soif. Ouais. Donc en fait, il a besoin d'aller chercher de l'eau, tu vois. Oui, c'est clair. Donc c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de chercher à améliorer sa vie et en même temps proposer de l'appréciation. Ok. Et Julien, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as peur ? De quoi as-tu peur ? De quoi j'ai peur ? J'ai longtemps eu peur que tout s'arrête. Ouais. J'ai longtemps eu peur que tout s'arrête. Comme une coupure de courant ? Non. J'ai juste peur que... des fois tout s'arrête, tu vois, t'imagines, le club disparaît. Ah oui. Les réseaux disparaissent, mais qu'est-ce que je vais faire ? Des fois j'ai cette peur. Ok. Mais c'est une peur qui n'est pas traitée encore, tu vois. Donc je peux rien dire d'autre. C'est une peur, hein, justement. Bien sûr. Peur, quand elle est guérie, c'est plus une peur.
Ouais, j'ai un peu cette peur et je pense qu'elle est pas saine, tu vois. Genre, ouais, j'ai cette peur. Et en même temps, je crois que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ça parce que je pense que beaucoup peuvent avoir peur voilà, que le présent, là, ce qui est en train d'arriver dans le présent, c'est temporaire finalement. Ouais. Hein, donc, Bon, de toute façon, tout est temporaire. Hein. Voilà, exactement. À la fin, tout est temporaire. Ouais, c'est vrai, hein, un peu cette peur que tout s'arrête. Et je pense que ça parle à pas mal de gens, hein, quand on a quelque chose qui se passe bien, on a peur qu'il s'échappe. Mais bon, donc je pense qu'il faut aussi apprécier. Ouais. Parce que tu sais, ça me fait penser un petit peu c'est un peu comme la santé. Tu sais, souvent on commence à l'apprécier la santé quand elle n'est plus là. Et du coup, encore une fois, ça nous rappelle à quel point des fois il faut apprécier ce qu'on a déjà. Ouais. Parce que quand ce sera plus là, là on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc... Absolument, et je te rejoins. Tu sais que ce sur quoi je porte de l'appréciation en ce moment, c'est cette énergie, tu sais, qui brûle en toi, en moi, en nous, de vouloir accomplir, d'avancer, de croître en fait. Ouais. Et j'ai réalisé que cette énergie aussi, elle est limitée dans le temps. Que dans peut-être, je sais pas moi, dans 50 ans, en fait, je ressentirai moins cette énergie et parce que finalement la vie elle fait comme ça. Ouais. Et donc, parce que quand on est jeune, quand on a, je sais pas, 20 ans, on se rend pas compte quoi. Ouais. Et aussi la problématique, c'est vraiment croître, mais à quel prix, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à faire ça, quitte à perdre un petit peu mes valeurs, qui je suis, ce pourquoi je me battais à la base. Ouais. Et ça peut être très simple avec les réseaux de faire ça, parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait on est vachement incité à faire vachement de vues. Dès que sur les plateformes, en fait, dès qu'on crée un contenu, après on a des statistiques qui sont fournies par les plateformes et tu vois, si c'est ta meilleure vidéo depuis les 10 dernières, il y a des confettis qui apparaissent. Ouh, c'est la fête, tu vois, et YouTube qui te félicite. Donc des fois, voilà, on peut être incité à croître, mais croître à quel prix? D'accord. Et je pense que c'est important aussi, mais je suis pas, comment dire, j'ai pas résolu cette question encore, mais j'y prête de plus en plus d'attention. C'est de me dire, ok, croître, mais en restant fidèle à qui je suis. Je m'en suis rendu compte sur mes thématiques que la plupart des gens en fait restent sur des niches qui font énormément de vues et continuent d'enchaîner des vidéos sur ces niches qui font énormément de vues, quitte à perdre de vue justement la raison pour laquelle au départ on avait commencé à faire des vidéos. Ouais, après je pense que ça parle à plein de gens dans plein de domaines, tu vois, genre par exemple, imagine tu as un travail, mais que ce travail, il est pas, des fois tu dois faire des choses où tu te dis mais c'est peut-être pas éthique et c'est peut-être pas les valeurs que j'ai. Je pense qu'on a tous un peu ce questionnement de est-ce que je suis prêt à faire ça? Et souvent c'est pour l'argent d'ailleurs, tu vois. Est-ce que je suis prêt à faire ça pour l'argent, mais est-ce que je suis pas en train de me perdre? Je pense que ça nous parle tous, quoi. L'argent, la gloire, la reconnaissance. Ouais, exactement. Et ça peut être, comme tu as dit, est-ce que c'était vraiment pour ça que j'avais rejoint ce métier? Ouais. Et tu parlais de consulting. Est-ce que finalement je suis entré dans le consulting parce que je pensais avoir ceci, et en fait ce que j'ai obtenu c'est être complètement quelqu'un d'autre que moi, et donc au bout d'un moment, moi c'était plus possible, quoi. Tu vois, chanter cette dissonance entre mes valeurs profondes et la réalité de l'impact de mon travail. C'est-à-dire que d'ailleurs tu le vois au quotidien, tu vois les petits consultants bien habillés en veste Patagonia qui arrivent et pédalent en vélo pour sauver la planète, tu vois, pour quand ils arrivent au bureau. Mais t'as cette même personne qui l'après-midi va peut-être sur son modèle Excel améliorer la rentabilité d'une compagnie minière, tu vois. Et du coup le matin tu pédales à vélo pour sauver la planète, mais l'après-midi sur ton Excel tu cherches à optimiser la rentabilité d'une compagnie minière qui par définition tu vois a pas forcément un impact très positif sur la planète. Et du coup moi il y avait cette dissonance et au bout d'un moment c'était plus possible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis parti, tu vois. Question numéro 5, Julien. Quel est ton emoji préféré?
Moi j'aime bien l'emoji. L'emoji où tu ris. Non, tu ris, mais t'as une sorte de goutte ici, là, qui pend. Vous êtes plusieurs à m'avoir répondu ça. Ah ouais? Moi j'aime bien cet emoji parce que ça montre une forme de vulnérabilité. Ah, ouais. Tu vois, genre en mode je rigole, mais en même temps je suis pas forcément à l'aise. Mais le rire, c'est aussi une forme de partage. Ouais. Et du coup, il y a ce côté, je suis mal à l'aise, mais partageons ça ensemble, tu vois. Il y a un côté vachement vulnérable, j'aime bien ce truc. Est-ce qu'il y a un côté pas trop se prendre au sérieux aussi quand Exactement, ouais. Ouais. Et Julien, dernière question courte. Ouais. Est-ce que tu as une lecture, un podcast, un média à partager? Ouais, alors je crois que c'est un livre qui s'appelle de Derek Sivers, je crois. Ok. Peut-être je me trompe, hein, mais qui s'appelle How to Live, donc comment vivre. Oui. Et j'aime bien ce livre. Si je me rappelle bien du titre et de l'auteur, c'était ça. On va le retrouver, t'en fais pas. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans ce livre, l'auteur, il y a 21 chapitres. Ouais. Chaque chapitre, c'est une façon de vivre. Tu vois. Donc, par exemple, un des chapitres, c'est Master something. Tu vois, deviens l'expert de quelque chose. Voilà une façon de vivre. Mais l'autre chapitre, ça va être soit un arbre enraciné, soit celui qui est l'homme du village, tu vois, celui qu'on va aller voir, celui auprès de qui tout le monde est ancré, tu vois. Voilà une belle façon de vivre, tu vois. Et en fait, il y a 21 chapitres, et en fait, tu lis les chapitres et tu te dis, en fait, c'est vachement bien écrit, tu vois. Et donc, tu te dis, après avoir lu chaque chapitre, tu te dis, ah ouais, c'est une belle façon de vivre. Et après, t'en vois un deuxième et tu te dis, ah ouais, c'est une belle façon de vivre. T'en vois 21 et tu te dis, putain, mais en fait, moi, j'y ma vie de cette façon, mais les 20 autres, elles sont tout aussi nobles. Ah oui. Et en fait, j'adore ce livre parce que ça nous permet de prendre du recul et d'être un peu plus dans la bienveillance. Ouais. Bah, en fait, on se dit, ah ok, en fait, il vit sa vie différemment, mais elle est tout aussi noble que la façon dont moi, je vis la mienne. Dans l'empathie, dans le fait, dans la conscience que les autres ont leur propre chemin. Exactement, ouais. Et ce livre aide à ça, quoi. Ah oui. C'est une fiction? Non, c'est juste un petit livre, c'est très court. D'accord. Et ça se lit, je pense, très très rapidement. Et chaque chapitre, c'est quelques pages. D'accord. Et ça décrit une façon de vivre. Ok. Tu vois. Merci pour ça. Je vais probablement le lire. Je t'ai donné envie, hein. Ouais, j'ai bien raconté. Hein. Bravo. Super. Eh bien, merci pour ça, merci Julien. On a une dernière séquence. Ok. Une dernière séquence parce que tu sais, dans notre podcast, ce qui est important, c'est finalement d'aller voir tous ces concepts et ces clés qui aujourd'hui ne sont pas forcément connus de tous, où il n'y a pas une structure pour transmettre ces connaissances. Oui. Et à proprement parler, c'est quoi? C'est l'éducation, hein, finalement. Et dans l'éducation, il y a à la fois le système scolaire, donc l'école, et puis l'éducation, peut-être sous une forme un peu plus informelle, qui est à la fois sous la forme familiale, culturelle, les médias, etc. Donc moi, par éducation, j'englobe ces deux aspects. Okay. Et ma question pour toi, c'est est-ce que pour toi, tu as le sentiment qu'il y a un concept, une connaissance, un savoir-faire, savoir-être, que ça vaudrait le coup qu'une personne qui arrive à 20 ans dans la société en France, elle en ait connaissance, en fait, d'une façon ou d'une autre? Je pense que peu importe le concept, ce ne sera pas le bon concept parce que, en fait, tout change tellement vite, tu vois. C'est-à-dire que... et en plus, je pense que ça parle à tout le monde. À l'heure de ChatGPT, de l'IA, des jobs qui vont disparaître, on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un concept qui va tout changer ? Et à chaque fois, hop, 5 ans plus tard, on se dit, oh là là, et voilà, on fait table rase de tout ce qu'on pensait auparavant. Je pense que plus que jamais, et justement, tu parles d'éducation du système scolaire, mais justement, je pense que le deuxième point est peut-être le plus important, l'éducation qu'on se fait par soi-même. Et je dis ça notamment à ceux qui quittent les bancs de l'école, parce que très souvent, quand on quitte les bancs de l'école, on pense qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Et je pense qu'en fait, maintenant, vu les mutations qui sont très très fortes et qui vont à une vitesse incroyable, en fait, la clé, c'est de continuer à apprendre. Et donc finalement, peut-être d'apprendre à apprendre, tu vois. C'est peut-être ça,
que je conseillerais à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais. Tu vois, et de se dire, ok, je vais prendre un concept, je vais l'apprendre. Mais c'est pas parce que j'aurai ce concept que ça va tout changer. Parce que probablement, il y en aura un nouveau dans quelques années. Ouais. Et du coup, apprendre ça, et puis apprendre ça, et puis apprendre ça. Et puis à force d'apprendre, on va commencer à se dire, en fait, pour apprendre vite et bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à partir du moment où on aura cette capacité à apprendre vite, et bah, du coup, ça va tout changer parce que ce sera plus à nous de nous adapter au nouveau concept qui vient, parce qu'on aura le système en place qui va faire que peu importe les mutations qui vont arriver, on sera prêt à s'adapter. Tu vois. Voilà, encore une réponse courte. Tu vois. Moi je rebondis si on fait un workshop express pour résoudre ce problème ensemble en tant que ex-consultant. Finalement, si on se posait la question de comment est-ce que on peut apprendre à apprendre, ça serait à quel âge, quand, où, dans quel cadre, et finalement ça serait quoi la modalité que ça prendrait en fait, que ça pourrait prendre. Je pense qu'il faut apprendre, il faut juste se lancer dans l'apprentissage de quelque chose. D'accord. Donc moi ce que je ferais par exemple, tu vois, c'est tiens, je vais apprendre peut-être l'italien. Quelques mois. Et après, je vais peut-être apprendre la cuisine, tu vois. Et après, je vais peut-être apprendre à coder. Je te donne des exemples, ça pourrait être tout et n'importe quoi, tu vois. Et après, du coup, tu vois, tu as appris 5-6 choses. Et après, tu te dis, ok, l'italien, est-ce que j'ai réussi ou pas ? Oui, non, pourquoi ? Tu vois. La cuisine, j'ai réussi ou pas ? Oui, non, pourquoi ? Et en fait, tu vas voir des motifs, des patterns qui vont apparaître. Tu vas te dire, je remarque que quand je fais ça, quand j'apprends de façon peut-être un peu plus pratique, peut-être moins théorique, je sais pas, ça peut être 10 000 exemples, et bah, tu te dis ça fonctionne mieux. Tu vois. Et finalement, à force, tu vas devenir un expert de comment bien apprendre. Et du coup, tu auras enfin cette capacité d'apprendre à apprendre. Ok. Donc si, de la façon dont je comprends ce point-là, c'est favoriser l'exposition au processus d'apprentissage. Exactement. Y compris jeune, j'imagine. Y compris peut-être, je sais pas, même c'est ce qu'on fait, c'est ce que les parents font aux enfants quand ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans. Les exposer pas un maximum, parce que je pense que le but n'est pas non plus de le faire, c'est pas le volume qui compte, mais en tout cas un bon nombre, quand même un peu un volume. Après, ce que je voulais dire, c'est que l'apprentissage, c'est aussi un domaine où les scientifiques, ils ont fait beaucoup d'études, tu vois. Et puis encore heureux, parce que c'est un peu le but de l'éducation nationale, tu vois. Ils sont quand même censés trouver le meilleur moyen pour apprendre, tu vois. Mais il y a un truc tout bête, par exemple, que moi je donne et qui permet de cadrer un peu les choses, c'est les fameux 4 stades de l'apprentissage. Donc tu vois, tu as incompétence inconsciente, incompétence consciente, compétence consciente, compétence inconsciente. Et déjà, savoir qu'il y a 4 stades et qu'il faut passer par le premier pour arriver au 4e pour avoir quelque chose de fondamentalement bien maîtrisé, ça structure beaucoup de choses. Parce que par exemple, juste pour faire les stades, tu vois, genre incompétence inconsciente, c'est quand on ne sait même pas que quelque chose existe et qu'il est important. Incompétence consciente, c'est quand on sait que quelque chose existe, mais on le fait très mal. Compétence consciente, c'est on sait que quelque chose existe, qu'il est important, et on commence même à bien le faire, mais ça nous demande beaucoup d'efforts pour bien le faire. Et enfin, compétence inconsciente, là, c'est le Graal, c'est ce qu'on appelle un réflexe, une seconde nature. Tu fais bien la chose sans même y réfléchir. Et donc déjà, quand tu as les 4 stades, tu peux grave te poser et te dire, ok, là sur l'italien, je sens que en fait, j'arrive facilement à ce stade. Ou par exemple, tu regardes tout ce que tu as essayé d'apprendre et tu te dis, je remarque que je passe facilement au stade 2, mais j'ai vachement du mal pour passer du stade 2 au stade 3. Et c'est juste pour donner un peu plus de matière théorique. Absolument, et pour montrer que l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui peut même s'étudier en soi. J'avais lu un bouquin, je me rappelle plus je crois que c'était l'art apprendre ou l'art d'apprendre, quelque chose comme ça,
par un grand maître aux échecs Ouais. qui est devenu champion d'un art martial, d'aïkido. Waouh, ok. Voilà. Désolé, je n'ai pas ni le titre ni le, ni le nom de l'auteur. Ouais. Mais je me rappelle que dans le livre, il parlait de Kasparov, enfin, tu Ouais. vois. Et il expliquait justement qu'en apprenant à jouer aux échecs, il a pu répliquer les mêmes patterns, non pas du jeu d'échecs, mais du processus d'apprentissage, pour très vite maîtriser en fait cette nouvelle discipline de l'art martial. Bah, ça montre que t'as vu, c'est un art, celui de réussir à apprendre. D'accord. Et que du coup, c'est pour ça, je pense que ça peut être pas mal. En vrai, j'aime bien. C'est parce que je l'ai proposé, mais en vrai, j'aime bien cette idée, tu vois, de les cadrans. Les 4 stades, mais aussi, tu sais, se dire, ok, je vais apprendre ça, puis ça, puis ça, puis ça. Franchement, quand on y pense, quand on est adulte, on n'apprend plus grand-chose, tu vois. Souvent, quand on est jeune, enfant, les parents ils nous inscrivent à des clubs, des activités, du coup, on doit tester ça. On n'a pas le choix, on doit apprendre. À l'école aussi, on n'a pas le choix, on doit apprendre. Mais souvent, quand on est adulte, très vite, on rentre un petit peu dans le train-train du quotidien. Tu vois, métro, boulot, dodo. On n'a pas le temps d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on est déjà très occupé par le job. Oui. D'ailleurs, c'est tout à fait légitime, tu vois. Mais c'est juste un constat que, en fait, souvent, chez beaucoup, quand on passe adulte, en fait, on n'a plus le temps d'apprendre. Et du coup, après, il faut pas s'étonner qu'on n'a plus cette capacité à apprendre. Ouais. Et du coup, il faut pas s'étonner que si une mutation arrive, genre ChatGPT, ça peut des fois tout chambouler. Et donc, je pense que c'est vraiment très important de continuer cette habitude qu'on avait quand on était enfant, tu vois, de constamment être exposé à de nouvelles choses et de continuer à apprendre, parce que comme on l'a vu avec les stades d'apprentissage, apprendre ça s'improvise pas, et comme on l'a vu dans le contexte plus global de ces mutations qui arrivent sans cesse et à une grande vitesse, ça devient, je pense, peut-être la compétence la plus importante aujourd'hui, tu vois. Ouais, et on en parle en souriant, mais en même temps, c'est parfois même un enjeu de survie ou en tout cas de bonne, tu vois, santé financière, dans une famille, de savoir être adaptable. Oui, et imagine par exemple, tu as un job, et imagine, je sais pas, j'espère pas, mais imagine tu as un job et dans 10 ans, il disparaît à cause de ChatGPT. Voilà. Imagine, tu prends une personne A qui depuis tout enfant jusqu'à ce stade-là a constamment fait de nouvelles activités, a continué à apprendre, même pour le loisir, tu vois, genre par exemple faire du judo, faire apprendre une langue, etc. Tu vois, juste dans sa vie, plus de divertissement. Et tu compares cette personne à quelqu'un qui, par exemple, a arrêté d'apprendre dès qu'il est sorti du banc de l'école. Moi, si je devais miser mon argent, je miserais à coup sûr sur la personne qui est constamment restée exposée à plein de nouvelles choses et activités où elle a dû maîtriser une nouvelle compétence. Parce que je me dis, j'ai l'impression que tu as vu, il y a 2 ans, elle apprend le judo, il y a 1 an, elle apprend l'italien. Si ChatGPT a fait disparaître son job, je suis pas inquiète pour elle. Je pense qu'elle est tellement habituée à apprendre de nouvelles choses qu'elle va s'en sortir. Par contre, la personne qui, la dernière fois qu'elle a fait une nouvelle activité, c'est où elle a appris une nouvelle chose, c'est il y a 10 ans quand elle était ado. Là, je serais plus inquiète pour elle, cette personne, parce que je vais me dire, mais du coup, est-ce qu'elle va réussir à s'adapter et à trouver un autre job qui, du coup, requiert de nouvelles compétences. Pas sûr. Et pour boucler la boucle de ce podcast, c'est probablement ces 2 personnes, quelque part, que lorsque tu rencontres 2 personnes que tu coaches, qui peuvent avoir justement ces 2 dispositions dont tu avais parlé au départ, qui est à la fois d'être de cette ouverture. Magnifique, tu as bouclé la boucle. Tu as vu, j'ai fait un effort. Et ça, du coup, effectivement, c'est ce que je repère chez mes élèves, c'est-à-dire entre quelqu'un qui a l'état d'esprit je veux apprendre et quelqu'un qui a l'état d'esprit plutôt d'affrontement avec son coach. Et pas sans surprise, c'est celui qui a des prédispositions et qui a entraîné sa capacité à apprendre qui a les meilleurs résultats. 6 mois, 1 an plus tard, je l'ai vu dans mon coaching d'échecs. Est-ce que finalement, 2 questions, est-ce que tu as des projets à venir? Et la deuxième sera si tu as envie d'ajouter autre chose, est-ce que tu as quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est une question bien sûr facultative. Mes projets à court terme, là, j'ai un tournoi fin juin en Allemagne.
Donc là, c'est un peu mon focus là, et je vais essayer de bien jouer à ce tournoi. Donc je m'entraîne pas mal là pour ce tournoi. Et un truc à rajouter, non, rien à rajouter, juste merci pour ce moment. C'était très sympa. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés auront apprécié ce moment. En tout cas, ceux qui nous écoutent et qui sont arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo, incroyable, je vous aime. C'est à moi de te dire merci, Julien, c'était super. Et effectivement, bravo. J'ai l'impression d'avoir passé le podcast à dire bravo à Thibaut, à Nino et Annie. À Annie et à toi qui a écouté ce podcast jusqu'au bout. Allez, à plus tard. Ciao.